conjointe de la Fondation d'entreprise La. Merci très vivement pour son soutien et pour sa présence. Cette promenade, vous allez la passer en compagnie de Dominique Blanc, pensionnaire de la Comédie Française, que les rendez-vous de l'histoire ont l'immense honneur et privilège d'accueillir cette année. Ici, à Blois, évidemment, Dominique Blanc est pour beaucoup la troublante Henriette de Nevers de la Reine Margot, ou pour d'autres peut-être l'inoubliable Madame de Maintenon de l'Allée du Roi. Comment ne pas évoquer La Phèdre de Racine ou La Douleur de Marguerite Duras, deux pièces mises en scène par Patrice Chéreau, dont Dominique Blanc est et sera, pour toujours, l'actrice emblématique. Cette promenade vous fera cheminer également en compagnie de Patrick Boucheron, professeur au Collège de France, spécialiste de l'Italie des communes, dont je citerai cet après-midi parmi la vingtaine d'ouvrages qu'il a publiés, Léonard et Machiavel, Conjurer la peur, Sienne 1338, et récemment, le superbe La Trace et Laura, Vie posthume d'Ambroise de Milan, trois ouvrages qui nous font voyager d'Urbino à Florence, de Sienne à Milan. Milan, évidemment, ville que Patrick Boucheron connaît si bien. Je suis très heureux, honoré et touché de le présenter aujourd'hui, car Patrick Boucheron n'est pas que l'auteur de livres importants, c'est aussi un professeur généreux, un éditeur curieux, bref, un magnifique historien. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir chaleureusement Dominique Blanc et Patrick Boucheron. Je commence. Dante à un ami florentin. Par votre lettre, qui a suscité en moi les sentiments affectueux et admiratifs qu'elle mérite, j'ai appris, avec gratitude et attention, à quel point mon retour dans ma patrie vous tient à cœur. Vous m'avez d'autant plus obligé qu'il est rare que les exilés trouvent des amis. Toutefois, je vous prie cordialement de bien vouloir, avant de me juger, soumettre ma réponse, qui ne sera pas celle que la pusillanimité de certains souhaiterait, à l'examen de votre sagesse. Voici donc ce que votre lettre, celle de mon neveu et celle de plusieurs amis, m'ont appris sur le décret qui vient d'être promulgué à Florence au sujet de l'acquittement des exilés. Si j'acceptais de verser une certaine somme d'argent et de me soumettre à la honte de l'offrande, je pourrais être acquitté et rentrer immédiatement. Dans cette proposition, deux choses sont risibles et mal méditées, mon père. Mal méditées par ceux qui ont formulé de telles conditions. Car votre lettre, inspirée par bien plus de sagesse et de discrétion, ne contenait rien de tout cela. Est-ce donc là la grâce accordée à Dante Alighieri pour qu'il puisse retourner dans sa patrie après avoir souffert l'exil pendant presque 3 lustres? Est-ce donc là la récompense d'une innocence qui est évidente à tout le monde, la récompense de tant de travail, de tant de temps consacré aux études? C'est une humiliation indigne d'un familier de la philosophie d'accepter d'être offert presque en chaîne à la manière d'un Ciolo quelconque et de tant d'autres infâmes. C'est indigne d'un homme qui prêche la justice et qui a été victime de l'injustice, de récompenser avec de l'argent les auteurs de l'injustice comme si c'étaient des bienfaiteurs. Non, la voie du retour dans la patrie n'est pas celle-là, mon père. Toutefois, si par votre intermédiaire ou par celui de quelqu'un d'autre, on peut trouver une autre voie qui ne porte pas préjudice à la renommée et à l'honneur de Dante, je l'emprunterai sans tarder. Car si on ne peut retourner à Florence par une telle voie, jamais je ne retournerai à Florence. Quoi donc?
Ne pourrais-je pas contempler partout la lumière du soleil et les astres ? Ne pourrais-je pas m'adonner partout sous le ciel aux méditations sur la douce vérité, sans auparavant devoir me rendre avec déshonneur et ignominie à la cité et au peuple de Florence ? Ce ne sera certainement pas le pain qui me manquera. Deuxième lettre. Il y en a eu très peu, je crois, qui... 13, c'est si peu. D'accord. 14, mais une vient d'être découverte. Juste maintenant ? Il y a 2 ans. C'est vrai ? Oui, c'est vrai. Vous n'entendez pas ? Ah, alors je disais juste que... C'est moi que vous n'entendez pas. Ah ben voilà. C'est moi que vous n'entendez pas. Il faut tout recommencer. Dominique me demandait combien il y avait de lettres. Je répondais 13. Voilà. Est-ce qu'on continue ? Ô merveilleux Seigneur, son bien non quand non plus. Une vie heureuse pendant de longues années et un accroissement monopole. Alors peut-être du c'est rock. Est-ce que vous m'entendez ? Et de ce côté-ci ? Ah si, ah si. Ô magnifique et victorieux Seigneur, le Seigneur Can Grande della Scala, vicaire général de Sa Majesté impériale dans la ville de Vérone et dans la cité de Vicence, sont bien dévoués Dante Alighieri, florentin de naissance mais non quant aux mœurs, souhaite une vie heureuse pendant de longues années et un accroissement éternel de sa glorieuse renommée. L'insigne éloge de votre magnificence que la voix publique alerte répand en voltigeant obtient des résultats différents chez différents hommes. Les uns s'exaltent en espérant la prospérité, d'autres s'affligent en craignant la ruine. À vrai dire, les louanges que l'on vous avait adressées me paraissaient autrefois bien exagérées par rapport à ce que l'on peut attendre des actions des modernes. Mais pour ne pas demeurer trop longtemps dans l'incertitude et pour vérifier avec mes propres yeux les choses que j'avais entendues, je me rendis à Vérone, comme la reine de Saba se rendit à Jérusalem et Pallas sur l'Hélicon. Je pus donc y voir vos grands exploits, voir vos bienfaits et en profiter. Et alors qu'auparavant j'avais cru déceler de l'exagération dans les propos que l'on tenait sur vous, je dus reconnaître l'exceptionnalité de vos actions. Pour cette raison, si autrefois mon attachement à votre personnalité était modéré par un certain sens de soumission, ce sentiment laissa la place, dès que je vous vis, à la dévotion et à l'amitié. Et en m'arrogeant le nom d'ami, je ne crois pas pécher par présomption, puisque l'amitié peut lier entre elles des personnes de rang différents, non moins fortement que des égaux.
Car si on examine les amitiés agréables et utiles, on verra bien que des personnages éminents se sont liés d'amitié avec des inférieurs. Et si l'on prend en considération l'amitié véritable et désintéressée, ne devra-t-on pas constater que bien des hommes de fortune obscure, mais remarquables par leur honnêteté, ont été les amis de quelques grands et illustres princes? Et pourquoi pas, puisque même l'amitié entre Dieu et les hommes n'est pas entravée par la distance qui les sépare. Si cette affirmation peut paraître incongrue à quelqu'un, que celui-ci écoute l'Esprit Saint qui atteste que certains hommes ont joui de son amitié. En effet, dans le livre de la sagesse, on dit ceci au sujet de la sagesse, car elle est pour les hommes un trésor inépuisable dont les acquéreurs se préparent à devenir amis de Dieu. Mais le peuple, dans son ignorance, juge sans discernement. Et de même qu'il pense que le diamètre du soleil mesure 1 pied, de même, en ce qui concerne les mœurs, il se laisse tromper par sa sotte crédulité. Mais nous, à qui il est donné de connaître ce qu'il y a de mieux en nous, ne devons pas suivre les traces des troupeaux, mais nous sommes bien plutôt tenus de corriger leurs erreurs. En effet, ceux qui puisent leur force dans l'intellect et dans la raison et qui ont reçu le don divin de la liberté ne sont assujettis à aucun usage. Et il ne faut pas s'en étonner, car ils ne sont pas inspirés par les lois, mais ce sont eux qui inspirent les lois. Il est donc clair que ce que je viens d'affirmer, c'est-à-dire que j'éprouve pour vous dévotion et amitié, n'est en rien un péché de présomption. Comme je mets le précieux trésor de votre amitié au-dessus de toute chose, je souhaite conserver cette amitié en lui dédiant toute ma prévoyance et toute ma sollicitude. Partant, comme l'éthique nous enseigne que l'analogie rend les amis égaux et conserve l'amitié, je souhaite appliquer le principe de l'analogie et rendre en quelque sorte les bienfaits reçus. Pour cette raison, je me suis souvent demandé quel don modeste j'aurais pu vous faire. J'en ai ensuite sélectionné quelques-uns pour les soumettre à un examen plus attentif, dans le but de choisir celui qui fut plus digne de vous et qui vous fut plus agréable. Et je n'ai rien trouvé de plus conforme à votre prestige que la suprême partie de ma comédie, qui se part du titre de Paradis. C'est elle que je vous adresse, vous offre et vous recommande par la présente épître dédicatoire. Merci. Vous m'entendez là en fait, hein ? Ah. C'est presque merveilleux. Nous avions organisé quelque chose de très, très léger, très, très délicat pour nous donner la parole, mais après tout, je me dis si on peut se donner un micro comme ça sera plus simple. Dante Alighieri. Vous savez que son nom même est une énigme. Ah bon ? Oui, parce qu'en réalité, on en connaît très peu d'attestations documentaires. Il n'apparaît que de très rares fois dans la documentation florentine. D'accord. Le nom même d'Alighieri n'est pas très connu, n'est pas très rencontré. C'est une noblesse du XIIIe siècle. Et d'ailleurs, lorsqu'il parle de son ancêtre, Cacciaguida, il en parle. Il s'appelait le Nouvel Adam, ce qui est évidemment, son surnom c'était le Nouvel Adam, ce qui en fait un ancêtre presque idéal, et dans le paradis justement, qu'il est en train de donner dans la deuxième lettre que vous nous avez lue à Can Grande della Scala. Voilà ce qu'il dit de son ancêtre. « Ô mon feuillage qui m'a réjoui, dans la seule attente, je fus ta racine. Je fus la racine de celui qui me donna la vie. » Car le Moyen-Âge plantait ses arbres au ciel, vivait à l'ombre des ancêtres. Oui, Alighieri, c'est un nom rare, mais le prénom, Dante, c'est un prénom qui n'existe pas. En réalité, oui, c'est en fait le diminutif de Durante, qui veut dire qui dure, qui endure. Et c'est bien de cela dont il s'agit. Puisque, vous l'avez entendu, Dante a été exilé. C'est un
homme politique florentin, il fait partie de la faction des Blancs, et en 1301, il est banni. Il est banni. Combien de temps sera-t-il exilé, Patrick? Vous l'avez dit, 3 lustres, ça fait 15 ans. 15 la première lettre que vous avez lue est de 1315. La deuxième est de 1316. Et à ce moment-là, il avait bien des occasions de revenir. Mais il ne veut pas revenir. Il est banni et il décide d'être exilé. C'est-à-dire de faire de son exil, en somme, sa dignité, sa puissance, sa grandeur. Parce qu'il s'appelle Durante, celui qui dure et qui endure. Mais parce que aussi d'autres commencent à dire que son prénom, Dante, eh bien, pourrait vouloir dire aussi celui qu'il donne, celui qui donne. Car Dante va donner à l'Italie une langue et un poème, un long chant sacré à l'humanité tout entière, dont il pressentait la commune condition, la comédie, qu'on ne dira pas divine avant le XVe siècle, car elle était pleinement humaine du temps de Dante. Et ce qui était humain du temps de Dante, c'était au fond d'en faire justement une vengeance. La littérature est un arsenal de vengeance. Et avec la comédie, il se venge. Il se venge terriblement de tous ceux qui l'ont exilé. C'est avec la comédie qu'il va littéralement, longue chaîne de vitupération, mettre tous ses ennemis en enfer, comme une interminable exécration à la manière de la peinture infamante, mais là, c'est avec des mots. Et ce que vous avez lu, Dominique, c'est que ces mots, 1 an plus tard, il les donne, lui dont le prénom dit « je donne », il les donne à un personnage peu recommandable, Can Grande della Scala, Podesta, puis seigneur de Vérone. Et il les donne en disant, au fond, que la seigneurie, ce pouvoir autoritaire, c'est une expérience à tenter, qu'elle déplaît à tout le monde, au peuple, aux intellectuels comme lui, aux artistes, mais que c'est une expérience à tenter. Et ça, c'est un coup de force à la fois une transgression politique, dans l'épître qu'il adresse à son protecteur, vous l'avez vu, l'exilé toscan prend ses distances avec l'opinion commune qui juge la seigneurie peu recommandable, mais le peuple, dans son ignorance, juge sans discernement. Nous, écrit-il, nous qui avons reçu le don divin de savoir percer les apparences, nous savons effectivement où est la souveraineté. Et voilà comment il adosse la souveraineté politique qui est en train de se construire en Italie, au-delà du monde des communes, dont il est la victime, puisqu'il a été banni par finalement l'exil politique, c'est le propre de la commune. Le voilà, au fond, qui adosse à cette nouvelle souveraineté politique un incroyable coup de force d'auteur. C'est-à-dire qu'il se fait lui-même le commentateur de son propre poème, qui devient sacré, puisqu'il a sa glose. Tu m'as déçu, Dante. Ah bon? C'est ce que Boccace va dire. Ah, Tu m'as beaucoup déçu. j'ai eu peur, oh là là. Faut pas me faire des choses comme ça. Non, franchement, te vendre au Seigneur comme ça, toi l'homme des communes, né à Florence, sous le beau Saint-Jean, comme il disait, baptisé baptistère Saint-Jean, et te vendre à un seigneur de Vérone. Tu m'as beaucoup déçu. C'est ce que lui écrira Boccace, parce que, effectivement, il faut regarder les choses en face, accepter ce principe de trahison et d'infidélité politique comme constitutif de l'acte même d'invention intellectuelle. Au moment où l'auteur s'invente en Italie, c'est pour se vendre à un pouvoir autoritaire. C'est ça un intellectuel. Il ne faut jamais leur faire confiance. Boccace sera déçu, mais pas Pétrarque. Ah, Pétrarque. Il aimait les princes, les seigneurs. Écoutons Pétrarque.
Pétrarque justement, sur le même sujet. Y a-t-il, je te le demande, une vie plus heureuse et plus agréable que de vivre avec ceux à qui tu unisses un parfait amour et une affection réciproque, quand ce lien est indissoluble et qu'existe un accord parfait sur tout, avec qui tu n'as aucune mésintelligence, aucun secret, mais plutôt identité de vue, parfait abandon, franc-parler et communion de pensée. Si cette vie nous vient en partage, je ne souhaiterais rien de plus. Et s'il m'arrive de voir un usurier ou un coureur d'héritage qui soit enrichi de l'argent d'autrui, je n'en éprouverai aucune envie, car je le jugerai le plus pauvre du monde, en dépit du fait, comme le dit le satirique, qu'il possède autant que Néron a volé, qu'il entasse l'or à la hauteur des montagnes, qu'il n'aime personne et que personne ne l'aime. Quand nous serons réunis en un même endroit, qu'est-ce qui nous interdit de trouver aussi notre joie dans l'avenir? Si ma petite maison semble vous plaire, non sans raison, car même si elle n'est pas majestueuse, énorme, soutenue par 100 colonnes, comme celle du roi Latinus chez Virgile, du moins elle est agréable, isolée, salubre et bien assez spacieuse. Si donc le destin vous rassemble ici, nous jetterons l'ancre. Il nous semblera avoir trouvé le port. Si jamais, attirés par notre vie pleine de tranquillité dont ils auront entendu parler, nos amis nous rejoignent en grand nombre, j'ai au milieu de la ville une maison plus grande que je garde, inhabitée, dans l'espérance d'une telle éventualité. De fait, je ne pourrais en occuper qu'une petite partie, même avec tout mon personnel qui paraît bien nombreux à un amoureux de la solitude. Je ne voudrais pas que tu te croies lié par cette proposition de ma part et astreint à une seule résidence. D'une part, nous ne serons pas éloignés de Bologne, ce foyer de la vie intellectuelle où nous avons passé la première partie de notre jeunesse. Il nous sera agréable, maintenant qu'on a changé non seulement notre cœur, mais nos cheveux, de revoir les lieux où nous avons séjourné autrefois, de considérer d'un œil plus critique l'état de cette ville, en même temps que celui de nos âmes, et de constater, après avoir comparé ce temps-là à celui d'aujourd'hui, le peu de progrès que nous avons fait dans cette vie. Il y aura d'autre part la ville de Plaisance, située sur le Pô, et la maison de ton vénérable Antonin, dont tu as la direction. Tu n'as pas méprisé la modestie de l'endroit, en ayant refusé maint autre pourtant plus riche, car comme tu avais coutume de le dire, tu as considéré comme un grand avantage le fait d'être mon voisin. Tu pourras tous nous y loger. S'il nous plaisait d'aller un peu plus loin, nous rencontrerons d'un côté Milan, de l'autre Gênes. Celle-là, la plus belle des villes situées à l'intérieur des terres, celle-ci des villes du littoral. Le territoire de Milan est parsemé de lacs et de rivières. Celui de Gênes, bordé par la mer, aux ondes bruyantes, houleuses, et survolé de voiles. Dans le premier, nous verrons le Larius, lac aux eaux abondantes sur les bords duquel se trouve Côme et d'où sort l'Adda. Nous verrons le Verbanus, que les gens du pays appellent le lac majeur et que traverse le Tessin. Nous verrons le Pilis, d'où sort le Lambro, le Sébinus, d'où sort l'Olio, et non loin de là, le Benacus, d'où s'élance le Mincio. Ce sont des lacs que connaît très bien la foule, mais dont même les gens instruits ignorent leur nom. Je continue, Patrick? Mais bien sûr. Dominant les lacs, nous verrons les Alpes aériennes, couvertes de neige, spectacle magnifique en été,
et les forêts qui touchent les étoiles, et au creux des rochers des ruisseaux gazouillants, et les torrents qui tombent du sommet des montagnes avec un énorme fracas, et de quel côté que tu te tournes, le chant des oiseaux et le murmure des fontaines. Dans le second territoire, nous aurons l'Apénin au-dessus de nos têtes et la mer à nos pieds, les tritons et les monstres marins devant nos yeux, le fracas de Neptune, les gémissements des rochers et les plaintes des Néréides dans nos oreilles. Néréides. Je ne fais pas les notes de bas de page. Hein. Je vous préviens tout de suite. Livre de soucis mordants et pressants, nous irons le long des baies de la mer Tyrrhénienne qui me plaisent incroyablement et sur les plages de Gênes. Après nos travaux littéraires, nous trouverons le repos, toujours souhaité, que cette noble paire d'amis, Scipion et Lélius, a trouvé autrefois à Gaète, après les fatigues de la guerre. S'il arrive que nous soyons rassasiés de ces lieux, nous avons à Padoue un autre lieu de séjour non moins tranquille et non moins convenable, où l'une des sources de notre bonheur, et non la moindre, sera de vivre en compagnie de cet homme illustre, sous lequel la ville, fatiguée d'une longue série d'épreuves, respire enfin. Je le nomme pour lui rendre hommage. C'est Jacopo da Carrara. J'aimerais que tu arrives à éprouver pour lui affection et respect, car si de tout temps la vertu fut digne d'amour, elle l'est d'autant plus aujourd'hui qu'elle est plus rare. Nous aurons tout près de nous Venise, la plus merveilleuse de toutes celles que j'ai vues, et j'ai vu presque toutes celles dont s'enorgueillit l'Europe, et son illustre doge, Andrea, que je me dois de nommer, lui aussi, à titre d'hommage. C'est un homme en vue à cause non seulement de sa connaissance des arts libéraux, mais de la haute charge qu'il remplit. Nous aurons aussi, près de nous, Trévise, entourée de sources et de rivières, demeure et foyer de la joie de vivre. C'est ainsi que, chaque fois que la monotonie, cette mer de l'ennui, nous assaillira, s'offrira la variété, le meilleur moyen de guérir le dégoût, et quel que soit le désagrément qui pourra se présenter, nous le ferons disparaître en conversant avec différents interlocuteurs et en changeant nos lieux de résidence. C'est mon passage préféré, ça. C'est vrai ? Oui. Pourquoi ? Parce que Pétrarque était l'homme d'une ville et il devient l'homme de toutes les villes. Et l'homme du plaisir de passer d'une ville à l'autre et de changer de conversation. Et de faire de l'Italie, pays de ville, un pays de conversation, où on peut changer d'interlocuteur. Mais je suis désolé, c'est pas fini. Je suis très surveillée. Tu vois, je n'en doute pas les armes avec lesquelles je t'entreprends, les procédés par lesquels je te presse, et à quel point je sais mêler exhortation virile et séduction féminine. Je fais tout pour te convaincre. Avec quelle sincérité, c'est moi seul qui puis en juger. Avec quelle efficacité, c'est le résultat qui le montrera. Il me semble bien avoir fait tout mon possible. J'aurais peut-être pu, si je l'avais voulu, m'exprimer avec plus d'élégance. Mais la démesure dans les sentiments nuit souvent à l'éloquence. J'ai dit en tout cas ce que je pensais. J'ai dit ce que tu pouvais comprendre et plaise au ciel approuver. Ne va pas, je t'en prie, porter un jugement sur la façon dont je me suis exprimée, mais sur ce que j'ai dit. Un ami qui balbutie est un meilleur conseiller qu'un ennemi qui s'exprime avec facilité. Ça, c'est bien. Oui. Ça me plaît beaucoup aussi. Eh bien, tant mieux. Je lui dirai. Je ne sais mettre fin à ma lettre, et je sens que l'ardeur de mes sentiments m'a amené plus loin que je ne l'avais décidé. Il y a cependant une chose dont je ne veux pas cesser de te convaincre. Quoique je sache que, même sans mes exhortations, tu en es convaincu.
Rassemblons-nous tous, sans tarder, je vous en prie, dans la maison que j'habite, si elle plaît à tous. Sinon, choisissez sur toute la surface de la terre, je ne rejette aucun coin de l'univers, aucun pays barbare, un endroit qui vous plaise. Je me dépouille de mes préférences, j'endosse les vôtres, pourvu qu'il nous soit loisible d'être ensemble. Ce sera bien. Choisissez un endroit où vivre en paix ce qui nous reste de vie, où mourir sereinement. Adieu. Veille à ce que tout délai ne vienne gâter un projet sensé. Ça vous a plu, Dominique? Beaucoup. Pourquoi? J'ai adoré cette balade en Italie. La région des lacs est une région que je ne connais pas. Je rêve d'y aller et j'ai regardé partout sur Internet à quoi ça correspondait. C'est extraordinaire. Pétrarque écrivait à tout le monde. Il écrivait aussi aux anciens. Il écrivait à Cicéron et il disait à Cicéron ce que Boccace disait à Dante: tu m'as déçu. Tu n'aurais pas dû agir comme tu l'as fait. Là, parce que je dis que je ne fais pas de notes de bas de page, mais enfin je dois en faire quelques-unes quand même. Cet ami à qui Pétrarque écrit au nom du même, en développant le même sujet, il l'appelle Olympius, mais les historiens savent qu'il s'agit en fait de Luca Cristiani, que c'est un de ses amis d'enfance. Il l'a connu à Bologne en 1323, au moment où il faisait ses études de droit, auxquelles destinait son père, notaire. Son père, le père de Pétrarque, qui a été, comme Dante, 2 ans après Dante, banni de Florence. Mais ensuite, en 1326, Pétrarque a quitté Bologne pour aller à Avignon, où il s'est mis au service d'un cardinal, Giovanni Colonna. Et là, son ami Luca Cristiani était toujours avec lui. Qu'est-ce qu'il avait fait entre-temps? Eh bien, justement, il avait rencontré l'amour de sa vie, Laure, le 6 avril 1327. Puis il avait fait l'ascension du mont Ventoux en 1336, acheté une petite maison à Vaucluse, sur les bords de la Sorgue, l'année suivante. Et lorsqu'en septembre 1340, il reçoit en même temps de l'Université de Paris et du Sénat de Rome la proposition d'être couronné prince des poètes, c'est Rome qu'il choisit, et le patronage du roi de Naples, Robert d'Anjou. Et là, il y a une première et magnifique lettre, dans les lettres familières, dont vous avez lu la 5e du 8e livre, où il évoque justement cette manière, ce qu'il appelle le bivium, c'est-à-dire le fait d'être au croisement de 2 chemins, d'avoir à choisir. Plongé dans le doute, je me trouve à la croisée des chemins et je ne sais de quel côté me tourner de préférence. Et au fond, lorsqu'il va quitter le Vaucluse, lorsqu'il fera ses adieux au Vaucluse, lorsqu'il évoquera ses beautés, sa jeunesse, les œuvres qu'il a composées, Africa, la vie solitaire, au fond, il évoquera d'abord le voile qui est tombé sur lui depuis la mort de Laure, son amoureuse, en 1348, de la peste noire. La lettre que vous avez lue, Dominique, date du 19 mai 1349. Dante, à la mort de son amoureuse, Béatrice se disait percée de douleur. Pétrarque écrit « Le voile qui couvrait mes yeux est tombé pour me faire voir la différence entre le Vaucluse du comtat venessin et les larges vallées, les magnifiques collines et les villes si belles et si prospères d'Italie. » Et donc, au fond, ce qui vous plaît tant dans cette balade en Italie, ce n'est que l'ombre projetée de son chagrin. Il aime à nouveau passionnément l'Italie parce qu'il doit quitter le Vaucluse, parce qu'il doit s'arracher à la terre de ses amours. Il n'y a pas que ça, évidemment. Pétrarque est un humaniste italien, et l'humanisme est un nationalisme.
Et ce nationalisme, quand on est italien, c'est un sentiment anti-français. À partir de ces années-là, il va se mettre à détester la culture courtoise, à haranguer les scolastiques, à détester l'université. Il va au fond prendre pour cible le roman courtois, la glose universitaire, tout ce qui, d'une certaine manière, fait la gloire de l'université de Paris, qu'il a décidé de ne pas choisir en 1340. Mais il y a tout ça, en fait, dans cette évocation. Il y a cette... puis il y a les Alpes, à ses pieds. Une autre lettre des familières, première de 4e livre, qui résonne avec celle que vous avez lue. Je regarde autour de moi, j'avais les nuages à mes pieds. C'est maintenant que me semble moins incroyable ce que j'avais lu et entendu lire de l'Athos et de l'Olympe, quand je le vois sur une montagne de moindre renommée. Je porte ensuite mon regard vers l'Italie, voyez, d'un côté et de l'autre. Comme le dit Nicolas Mann, au fond, l'écriture de Pétrarque, c'est toujours le croisement à un sommet. Je regarde du côté de la France, je regarde du côté de l'Italie. Je porte ensuite mon regard vers l'Italie où penche davantage mon cœur. Les Alpes elles-mêmes, toutes gelées et couvertes de neige, que le cruel ennemi du nom romain, Hannibal, a autrefois traversé en brisant les rochers avec du vinaigre. Si nous devons en croire la tradition, me semblèrent près de moins bien qu'elle soit à une grande distance d'ici. Je soupirais, je l'avoue, après le ciel d'Italie, plus visible à mon esprit qu'à mes yeux, et s'empara de moi le désir brûlant de revoir mon ami et ma patrie. C'est aussi cette présence, non seulement de l'Italie, mais vous l'avez entendu, du passé. D'un passé qui est toujours vif, que l'on peut, au fond, ranimer, comme on ferait dégeler des paroles ou de la glace avec du vinaigre. Et cette question-là, c'est la question humaniste. C'est celle-là aussi que pose la lettre suivante. C'est une lettre de Machiavel. Je ne connais pas. À Francesco Vettori, magnifique ambassadeur florentin auprès du Saint-Pontife, son patron et son bienfaiteur, à Rome. Très célèbre cette lettre. C'est une lettre, vous allez l'entendre, où il annonce avoir écrit un opuscule qu'on appelle Le Prince, mais que lui, à ce moment-là, appelait De Principatibus, des principautés, en italien, en latin, alors que le texte est écrit en italien. C'est une lettre d'exil. Machiavel a servi l'État pendant 15 ans, de 1498 à 1512. Et comme il l'écrit à Francesco Vettori dans une autre lettre, croyez bien que pendant toutes ces années où j'ai servi la chose de l'État, je n'ai ni joué ni dormi. Et c'est effectivement une vie harassante que fut celle de Machiavel sur les routes de la diplomatie. Mais là, il est sur les routes de l'exil. En 1512, les Médicis sont revenus à Florence, ont mis à bas la République, ont éliminé les soutiens dont était Machiavel du chancelier Soderini, et ses biens ont été saisis, et il a été emprisonné, torturé, il a échappé de peu à la mort, il est en exil, il écrit à son ami. Magnifique ambassadeur, jamais trop tard ne vinrent les grâces divines. Je dis ceci parce qu'il me semblait sinon avoir perdu, du moins avoir égaré votre grâce, puisque vous êtes resté longtemps sans m'écrire, et que je me demandais quelle pouvait bien en être la raison. Et de toutes celles qui me venaient à l'esprit, je tenais peu de compte,
excepté de celle qui me faisait me demander si vous ne vous étiez abstenu de m'écrire parce qu'on vous aurait écrit que je n'étais pas bon ménager de vos lettres. Et moi, je savais que, hormis Filippo et Paolo, nul autre ne les avait vus de mon fait. Je les ai retrouvés avec votre dernière lettre du 23 du mois passé, qui me rend très content, en voyant avec quel ordre et quelle tranquillité vous exercez cet office public. Et je vous encourage à poursuivre ainsi, car celui qui laisse ses commodités pour les commodités d'autrui, je sais qu'il perd les siennes et que de cela, nul ne lui en sait gré. Et puisque la fortune veut faire toute chose, il faut la laisser faire. Rester tranquille et ne pas lui chercher noise et attendre un temps où elle laisserait les hommes faire quelque chose. Et alors, il vous reviendra, à vous, de prendre plus de peine, d'avoir plus de vigilance aux affaires, et à moi de quitter la campagne et de dire « me voici ». Je ne peux de ce fait, si je veux vous rendre pareille grâce, que vous dire quelle vie est la mienne. Et si vous jugez à propos de l'échanger contre la vôtre, je serai content d'en changer. Je suis à la campagne, et après les derniers accidents qui s'ensuivirent pour moi, je suis restée au plus, en les mettant bout à bout, 20 jours à Florence. Jusqu'à présent, j'ai oiselé de ma propre main. Je me levais avant le jour, préparais mes gluaux et partais avec un tas de cages sur le dos. On aurait dit Guetta quand il rentrait du port avec les livres d'Amphitryon. Je prenais au moins 2 grives, au plus 6. J'ai fait ça, tout novembre. Et puis ce passe-temps, encore que dérisoire et étrange, est venu à manquer pour mon déplaisir. Et quelle est ma vie ? Je vais vous le dire. Je me lève le matin avec le soleil et je m'en vais dans un de mes bois que je fais couper, où je reste 2 heures pour voir le travail fait la veille et passer le temps avec les bûcherons qui ont toujours dans les pattes quelques fâcheries, soit entre eux, soit avec les voisins. Quand je quitte le bois, je m'en vais à une source et de là à un de mes postes de chasse. J'ai un livre sur moi, avec moi, soit Dante, soit Pétrarque, soit un de ces poètes mineurs comme Tibulle, Ovide ou quelque autre semblable. Je lis leurs amoureuses passions et le récit de leurs amours, je me rappelle les miennes et je me réjouis un bon moment à cette pensée. Je prends alors la route de l'auberge, je parle avec les passants, je leur demande des nouvelles de leur village, j'apprends diverses choses, je remarque la variété des goûts et la diversité des fantaisies des hommes. Sur ces entrefaites arrive l'heure du déjeuner où, avec les miens, je mange les mets que ce pauvre domaine et ce minuscule patrimoine me permettent. Quand j'ai mangé, je retourne à l'auberge. Là, il y a l'aubergiste et d'ordinaire un boucher, un meunier, 2 chauffourniers. Avec eux, je m'encanaille jusqu'à la fin du jour en jouant au brelan, au tric-trac. Et de là naissent 1000 occasions de disputes, d'innombrables agacements qui finissent en injures. Et le plus souvent, on joue pour un sou et néanmoins, on nous entend crier jusqu'à San Cacciano. Plongé dans cette pouillerie, j'ôte la moisissure de mon cerveau et laisse libre cours à la malignité de mon sort, comptant qu'il me piétine de la sorte pour voir s'il n'éprouverait pas quelque honte. Oui, elle est aussi célèbre pour ça, cette lettre. Pas simplement parce qu'elle destine à Francesco Vettori, son ami des Principatibus, mais parce qu'elle nous montre encore aujourd'hui comment on fait pour sauter les moisissures du cerveau. Lorsque on est privé de ce qu'on aime le plus, en l'occurrence, pour lui, le métier de l'État. Hein ? Alors, comment on fait ? Vous l'avez lu, d'abord on sort, d'abord on va voir les autres, on va chasser les grives,
on va jouer aux cartes, on va converser avec les bûcherons, on va au fond se conforter par cette observation minutieuse des rapports de force et on va y retrouver l'idée machiavélienne de la mécanique des âmes. J'aurais à vous dire 1000 belles choses. Alors ici, c'est vrai, elles sont un peu embellies, ces belles choses, par les réminiscences littéraires. C'est-à-dire qu'il fait, c'est un intellectuel quand même. C'est-à-dire qu'il dit, voilà, moi je suis comme les autres, je m'encanaille, je vais jouer au tric-trac, ils sont passionnants, tous ces paysans. Et il dit à un moment, comme Guetta, mais Guetta, c'est une nouvelle de Boccace. Donc au fond, la vie, elle est supportable aussi parce qu'il a avec lui, justement, tous ces livres, les petits et les grands, les anciens et les modernes, Dante, Pétrarque, mais aussi Tibulle et Ovide. Et vous avez entendu ce qu'il en fait, il les a avec lui, in octavo, ça veut dire des livres de poche, littéralement. Celui Pétrarque avait monté, si j'ose dire, des confessions d'Augustin in octavo aussi dans la poche, lorsqu'il avait fait l'ascension du mont Ventoux. Et là, effectivement, il va à la fontaine pour lire les amoureuses aventures des anciens et y reconnaître les siennes. Lire dehors, une des choses les plus belles qui puissent nous être données de faire. Et en même temps, c'est une reconquête par rapport justement à la lecture médiévale, au labeur de la lecture médiévale, confinée, tendue, concentrée, ruminante, rituelle, celle enfermée dans les monastères. Mais là, c'est le retour à l'osium, la lecture aristocratique, parce que tout ça, au fond, c'est des aristocrates. Qu'est-ce qu'il dit Dante à Can Grande della Scala? Qu'est-ce que dit Pétrarque à son ami d'enfance en disant « Viens avec moi voir Jacopo da Carrara », je ne vous l'ai pas dit, mais c'est pareil, c'est aussi un seigneur. C'est-à-dire on est né pour ça. Et donc, on a, au fond, cette distinction dans le sang. Ce n'est pas que sympathique. Ça nous séduit. Mais il faut aussi qu'on comprenne comment dépayser cette séduction. En tout cas, voilà. Là, ce qui est beau dans ce que vous avez lu, c'est que c'est le portrait d'un lecteur, justement, d'une lecture furtive, frôleuse, joyeuse, évidemment érotisée, voisine en somme des arts de la table, non pas un banquet solennel, mais celui éminemment dantesque du banquet, le banquet, c'est-à-dire celui où le pain blanc n'est pas seulement réservé aux plus riches. Mais il n'y a pas que ça. Lisez la suite, si je peux me permettre. Il y a une autre manière de lire. Bien sûr. Sans vouloir vous commander de toute façon. C'est juste une suggestion. Voilà. Bon, alors ça va. Le soir venu, je retourne chez moi et j'entre dans mon cabinet. Sur le seuil, j'enlève mes vêtements quotidiens, couverts de boue et tout crottés, et je revêts des habits dignes de la cour d'un roi ou d'un pape. Et vêtu comme il se doit, j'entre dans les antiques cours des anciens, où, reçu par eux avec amour, je me repais de ce mets qui, solum, est mien et pour lequel je naquis. C'est ça. C'est ça? Il est né pour ça. Solum. Il parle latin pour enfoncer le clou. Bien sûr. Ne riez pas, s'il vous plaît. Et là, je n'ai pas honte de parler avec eux et de leur demander les raisons de leurs actes. Et eux, par humanité, ils me répondent. Et pendant 4 heures de temps,
Je ne ressens aucun ennui, j'oublie tout tracas, je ne crains pas la pauvreté, la mort ne m'effraie pas. Je me transporte tout entier en eux. Et comme Dante dit qu'il n'est pas de science sans que l'on retienne ce que l'on a compris, j'ai, pour ma part, noté dans leur conversation ce dont j'ai fait mon miel. Et j'ai composé un opuscule, des Principatibus. Tout à fait. Ou, c'est-à-dire des principautés. Voilà, où je me plonge autant que je le peux dans les cogitations à ce sujet, en disputant de ce qu'est un principat, de quelles espèces ils sont, comment ils s'acquièrent, comment ils se maintiennent, pourquoi ils se perdent. Et si jamais l'un de mes caprices vous plut, celui-ci ne devrait pas vous déplaire. Et un prince, surtout un prince nouveau, devrait l'apprécier. C'est pourquoi je l'adresse à la magnificence de Julien. Filippo Casavecchia l'a vu. Il pourra vous informer pour partie tant de la chose elle-même que des discussions que j'ai eues avec lui, même si je continue toujours à l'engraisser et à le polir. Je continue. Si vous êtes ici chez vous. Vous voudriez, magnifique ambassadeur, me voir laisser cette vie et venir partager les plaisirs de la vôtre? Je le ferai à coup sûr. Mais ce qui me tente, pour l'heure, ce sont plutôt certaines de mes affaires que dans 6 semaines j'aurai conclues. Ce qui me fait hésiter, c'est que là-bas, il y a les Soderini et que je serais forcée, si je venais, d'aller leur rendre visite et leur parler. Je craindrais qu'à mon retour, pensant descendre de cheval chez moi, je ne fusse contraint de descendre au Bargello, puisque même si cet état a de très grands fondements et s'il est très assuré, t'amène, il est nouveau et de ce fait suspicieux, et il ne manque pas de je sais tout qui pour faire bonne figure, comme Paolo Bertini en inviterait d'autres et me laisserait le soin de m'en occuper. Je vous prie de me libérer de cette peur, et ensuite, en temps et en heure, je viendrai vous voir, à coup sûr. J'ai discuté avec Filippo de mon opuscule, s'il était bon de le donner ou de ne pas le donner, et s'il était bon de le donner, s'il valait mieux l'apporter moi-même ou l'envoyer. Si je ne le donnais pas moi-même, je craignais que Giuliano, pour le moins, ne le lise pas, et que ces Tardinghelli ne tirent honneur de ce dernier travail. La nécessité qui me pousse m'incitait à le donner, car je me consume, et je ne peux rester longtemps ainsi sans devenir méprisable par trop de pauvreté, sans compter le désir que j'aurais que mes seigneurs les Médicis commencent à se servir de moi, même s'ils devaient commencer à me faire rouler une pierre. En effet, si ensuite je n'arrivais pas à me les gagner, je n'aurais qu'à me plaindre de moi. Quant à cette chose, si on la lisait, on verrait que pendant les 15 ans où j'ai fait mon apprentissage dans le métier de l'État, je n'ai ni dormi, ni joué. Et chacun devrait avoir envie de se servir de quelqu'un qui, aux dépens d'autrui, est riche d'expérience. Et on ne devrait pas douter de ma fidélité. Car dans la mesure où j'ai toujours observé ma foi, je ne vais pas apprendre maintenant à la rompre. Et quelqu'un qui a été fidèle et bon pendant 43 ans, c'est l'âge que j'ai. Oui, j'ai un petit peu plus. Ne peut certainement pas changer de nature, et de ma fidélité et de ma bonté, ma pauvreté en est témoin. J'aimerais que vous m'écriviez pour me dire ce qu'il vous semble de cette matière, et je me recommande à vous. 6 Félix, le 10 décembre 1513, Niccolò Machiavelli à Florence. Et oui, vous l'avez entendu, Machiavel avait rendez-vous avec d'autres livres plus grands, plus lourds, mais également solennels et nus. Nus parce que, au fond, je l'ai dit, Dante faisait de sa poésie, qui devenait de ce fait une poésie sacrée, une poésie à commenter. Donc il était encore dans cette civilisation de la glose qu'est le Moyen-Âge.
Pétrarque, lui, au contraire, a voulu débarrasser les textes de cette glose. Il a voulu, comme déraciner un lierre qui viendrait asphyxier un mur. Il a voulu un texte solennel et nu. Il a voulu la fin de cette civilisation du commentaire infini qu'on appelle le Moyen-Âge. Et c'est cela l'humanisme. Et Machiavel est dans cette culture désormais, mais de deux façons, avec les petits livres, ceux qu'on peut amener chez soi, et avec les grands livres, ceux avec qui on a une conversation. Mais celle-là, il faut en connaître le prix. C'est ça qui est beau. Lui, il sait le prix des livres, hein. Il n'est pas tombé dedans quand il était petit. Son père lui a offert un Lucrèce en faisant un index pour un libraire, pour d'autres livres. Parce que en ce temps-là, pour le prix des livres, ça peut être pour ceux qui ne sont pas des nobles. Machiavel n'est pas noble. C'est effectivement le bras qui tire, les yeux qui piquent, le travail du copiste. Donc c'est très chargé d'émotions et d'adresse corporelle, tout ça. Et voilà. Donc cette conversation des antiques, aller interroger les anciens, il faut se faire beau un peu. Il faut se dépouiller de ces habits pouilleux, dit-il. Il faut revêtir la solennité des costumes des antiques. Il faut aller dans la cour d'apparat des anciens et on va leur poser des questions et ils vont répondre. C'est ça qu'on a entendu. Et ça veut dire, au fond, c'est ça la culture. C'est-à-dire qu'on a eu, finalement, dans cette lecture, on a eu deux éloges. Un éloge de la communication entre les hommes et un éloge de la transmission qui élargit nos amitiés aux morts. Ils sont morts et ils nous rendent vivants. Et plus vivants. Et plus rien ne me fait peur et je n'ai pas peur de la mort. Voilà ce qu'il dit. Je n'ai pas peur de la mort. Bon, c'est vrai que moi, quand je lis ou quand j'entends cette lettre, cette danse comme un rituel solennel et lent, comme une danse de cour, je pense à tous ces tableaux contemporains, à Mantegna, je pense à la peinture. Je pense à la peinture et je pense à la sculpture. Et maintenant, on y va. Allez. On pose la question de la peinture et de la sculpture. Allez. Je ne sais plus quel est l'auteur de la lettre que je vais lire. C'est un gars qui s'appelle Michel-Ange, qui est apprécié de sa famille. Messire Benedetto, pour qu'il soit bien clair que j'ai reçu votre opuscule, ce qui est un fait, je répondrai par quelques mots à ce qu'il me demande, bien que de manière ignorante. Je dirais que la peinture me semble d'autant meilleure qu'elle se rapproche davantage de la sculpture, et que la sculpture sera tenue d'autant plus mauvaise qu'elle se rapproche de la peinture. C'est pourquoi mon avis a toujours été que la sculpture était le phare de la peinture et que de l'une à l'autre, il y avait la même différence qu'entre le soleil et la lune. Après avoir lu votre opuscule où vous dites, philosophiquement parlant, que les choses qui ont la même fin sont une seule et même chose, j'ai changé d'avis. Et je dirais que si un jugement, des difficultés, des entraves et un labeur plus considérable ne confèrent pas une plus grande noblesse, la peinture et la sculpture sont une seule et même chose. Mais pour qu'il en soit ainsi, tout peintre ne devrait exécuter pas moins de sculpture que de peinture. De même un sculpteur, autant de peinture que de sculpture. J'entends par sculpture celle qu'on réalise par l'effort de retrancher,
car celle que l'on réalise au moyen de l'adjonction est semblable à la peinture. Qu'il suffise de dire que l'une et l'autre, je veux dire la peinture et la sculpture, provenant d'une même intelligence, on peut les amener à se réconcilier tranquillement ensemble et laisser de côté toutes ces disputes qui demandent plus de temps que pour faire des figures. Si celui qui a écrit que la peinture est plus noble que la sculpture a compris tout aussi bien les autres choses qu'il a écrites, ma servante les aurait écrites mieux que lui. On pourrait bien dire des choses, et inédites, sur ces savoirs. Mais comme je l'ai déjà dit, il y faudrait bien trop de temps, et j'en ai peu. Car je suis non seulement vieux, mais pour ainsi dire, au nombre des morts. Aussi, je vous prie de m'en excuser. Je me recommande à vous et vous remercie, autant qu'il est en mon pouvoir, du trop grand honneur que vous me faites et que je ne mérite pas, votre Michel-Ange Buonarroti à Rome. Oui, alors il est vieux, effectivement. Nous sommes en avril-juin 1547, mais il n'est pas encore au nombre des morts, puisqu'il va mourir le 18 février 1564. Le Benedetto auquel il s'adresse, c'est un grand poète, humaniste, historien aussi, Benedetto Varchi, qui a, à ce moment-là, vous l'avez entendu, réactivé ce qu'on appelle le parangon, c'est-à-dire une grande controverse esthétique et en fait politique sur l'art souverain. Elle avait commencé à Milan dans la cour de Ludovic le Mort et elle se poursuit 60 ans plus tard, 2 générations plus tard. Quel est l'art souverain? Est-ce que c'est la peinture, comme le disent la plupart des artistes, puisque au fond la peinture est la donneuse d'ordre de la sculpture? Les sculpteurs peuvent peindre sur modèle, mais alors dans ce cas-là, vous l'avez entendu, Michel-Ange dit ce ne sont que des modeleurs. C'est-à-dire que l'art de la sculpture, c'est de tout retirer. Dès qu'on rajoute, alors on n'est plus dans la dignité de la sculpture. Ça, c'est quelque chose de magnifique. Ou est-ce qu'au contraire, c'est la sculpture qui va être au-dessus de la peinture? Donc, il faut bien comprendre que Michel-Ange, ici, il défend une position très minoritaire. Parce que la Renaissance, elle peut être assez aisément définie comme, au fond, le temps où s'impose la tyrannie de l'œil. Le temps où la visualité s'affiche comme principe directeur de l'ordre politique. Le temps où désormais, comme le dit Carlo Ginzburg, l'ordre politique ne se définit plus comme une harmonie musicale, mais comme une symétrie picturale. Donc tout est fait pour exalter la peinture. Et pourquoi Michel-Ange, Léonard, on va le mettre à côté, il arrive, ne vous inquiétez pas, il est toujours derrière, dès qu'on parle de Michel-Ange, il est là pour protester. Pourquoi Michel-Ange défend la position adverse? Parce que, pourtant il est peintre, lui aussi, ça ne vous a pas totalement échappé, mais au fond, il se veut un athlète de la matière. Il se veut celui qui va s'affronter directement, physiquement, avec brutalité, à la dureté du marbre. Il s'est fait connaître, il avait 23 ans à Florence, en arrachant d'un bloc de marbre impossible qui avait été laissé là par un sculpteur dédaigneux et maladroit, un David à la dimension d'un Goliath. Et 6 jours avant sa mort, il a 81 ans, il travaille encore de manière acharnée à cette extraordinaire sculpture qui est à Milan, qui s'appelle la Pietà Rondanini, où on voit d'une certaine manière cette opération qui est justement celle que vous venez de décrire, que vous venez de lire, qui est l'esprit s'arracher à la matière. Et c'est pourquoi nous sommes si émus par le non finito, par l'inachèvement de Michel-Ange. Parce qu'au fond, ce qui s'y
donne à voir, c'est fondamentalement cette victoire de l'esprit sur la matière. Parce que c'est ça, la sculpture. C'est de la matière. Et si vous prenez quelqu'un comme Léonard, j'en parlais, évidemment, dès qu'on commence à parler de Michel-Ange plutôt en bien, Léonard intervient. Léonard de Vinci se moque du sculpteur. Il écrit « La sculpture exige un exercice tout mécanique, s'accompagnant souvent de beaucoup de sueur qui se mêle à la poussière et devient une croûte de boue. Il a le visage enduit et enfariné de poudre de marbre, semblable à un boulanger, et il est couvert de petites écailles, comme s'il avait neigé sur lui. » Salopard, hein? Vous avez entendu? Ça veut dire, tu te donnes des grands airs, Michel-Ange, mais en réalité, tu es un boulanger, tu es un artisan. Et d'ailleurs, la sculpture, ça fait beaucoup de bruit, c'est poussiéreux, ça ne sera jamais à la cour des princes. Il te faut des ateliers. Alors que la peinture est dans la compagnie des puissants. Alors comment il va s'en sortir, Michel-Ange? Comme le disait Sartre, le génie est l'issue qu'on s'invente dans les cas désespérés. Son génie, c'est de dire, écoutez, la sculpture est combat contre la matière, mais c'est aussi un art de l'idéal. C'est-à-dire que l'idée de ma sculpture, le concetto, se trouve dans la matière. Et j'ai à me battre, mais idéalement, il suffirait que, bien placé, un coup de maillet vienne faire tomber toutes les écailles de matière pour que l'idée emprisonnée dans le bloc de marbre vienne se libérer d'un coup. Et c'est ça que, au fond, ce que l'on prend pour de l'inachèvement, les esclaves du jardin Boboli, par exemple, à Rome, sont en fait la métaphore de cette émancipation. Vous n'êtes pas d'accord? Ah non, mais je suis complètement... Je me demandais juste, il avait 81 ans quand il travaillait sur... Oui. Et il a travaillé en fait jusqu'à sa mort. Jusqu'à sa mort. C'est Il y a extraordinaire. un côté... il est terrible. C'est ça qu'on disait de lui. Il est terrible. Et pourquoi terrible? Il s'arrête Terrible, jamais. terrible. Ça veut dire effectivement qu'il est effrayant de puissance, d'orgueil, il a sur le David, il a travaillé 20 heures par jour pendant plusieurs mois. Et là, il continue. On l'a beaucoup comparé à Picasso. Il y a un rapport au corps. Il est laid, mais séduisant. Il est insupportable, mais on l'adore. Il ne s'intéresse qu'à l'argent. Le Carteggio de Michel-Ange, c'est que sur le fric. Hein. Là, parce que je suis sympa, je vous en ai trouvé une qui parle un peu d'autre chose, mais il est obsédé par l'argent. Et c'est pourquoi, lorsqu'il doit défendre au fond son art, on a bientôt fini, mais je voudrais que vous lisiez une autre lettre de quelqu'un qui est assez méchant aussi, qui est l'Arétin, que le poète l'Arioste appelait le fléau des princes, qui fut peut-être l'un des personnages les plus détestés et les plus craints de son temps, par ses comédies grivoises, par sa poésie satirique, mais aussi par son abondante correspondance. Il instillait le venin de la calomnie, s'attaquant aux puissants, raillant les gloires acquises, et il s'inscrivait effectivement dans la tradition de ces vitupérateurs que Dante a d'une certaine manière exaltés. Alors ce qui est drôle, c'est que l'Arétin a écrit à Michel-Ange en essayant de lui dire que Michel-Ange avait besoin au fond d'un poète comme lui pour magnifier son art. Et toute la question qui se joue, c'est ça veut dire qui va pouvoir parler d'art? Les artistes eux-mêmes, Michel-Ange, Léonard, ou des humanistes qui vont se faire les intermédiaires intéressés entre l'art et le public, l'Arétin. Michel-Ange va l'envoyer assez sèchement, on va dire, paître. Hein?
Je n'ai jamais dit ça de ma vie. Il faut vraiment qu'il y ait beaucoup de monde pour que je dise « envoyez paître ». Là, franchement, je ne sais pas ce qui m'arrive. Je suis souffrant, en fait. Je suis très souffrant. C'est un instant historique. Ouais, voilà. Donc, il va l'envoyer paître. Bon. Obligeant l'Arétin à se trouver un nouvel ami. Oui, parce que cette lettre est très sympathique, en fait. Oui. Oui, hein. Mais c'est à Titien. Alors, c'est adressé effectivement à Messire Titien. Ayant, messire compère, contrairement à mon habitude, dîner seul, ou pour mieux dire, en compagnie des désagréments de cette fièvre carte qui ne me permet plus d'apprécier le goût d'aucune nourriture, je me suis levée de table, rassasiée du désespoir avec lequel je m'y étais mis. Posant alors mes bras sur le rebord de la fenêtre et m'appuyant de la poitrine et quasiment de toute ma personne, je me suis pris à regarder l'admirable spectacle qu'offraient les barques innombrables, chargées d'étrangers autant que de Vénitiens, qui faisaient la joie non seulement des spectateurs, mais du grand canal lui-même, qui est une joie pour tous ceux qui le sillonnent. Une fois terminé l'amusant spectacle offert par les 2 gondoles de 2 bateliers fameux qui faisaient la course, j'ai eu grand plaisir à observer la foule qui, pour voir la régate, s'était arrêtée sur le pont de Rialto et sur le quai des Camerlingues, au marché aux poissons, à l'embarcadère de Sainte-Sophie et à celui de la Casa d'Amosto. Puis, tandis que les différents groupes, applaudissant joyeusement, reprenaient leur chemin, ne voilà-t-il pas que, en homme dégoûté de lui-même et ne sachant que faire ni de son esprit ni de ses pensées, je lève les yeux vers le ciel. Jamais, depuis que Dieu l'a créé, il ne s'était embelli d'une aussi délicieuse peinture d'ombre et de lumière. Et, comme je vais vous le raconter, l'atmosphère était telle que voudraient la rendre ceux qui vous jalousent, faute de pouvoir être vous-même. Voyez d'abord les maisons, qui, bien qu'elles soient de pierre véritable, paraissent faites d'une matière artificielle. Découvrez ensuite l'atmosphère, qui m'est apparue en certains endroits pure et vive, ailleurs trouble et blême. Considérez aussi mon émerveillement devant les nuages lourds d'humidité condensée, moitié au premier plan, près des toits des maisons, moitié à l'avant-dernier plan, tandis que la ligne d'horizon s'estompait dans des teintes tirant vers le gris-noir. Comment ne pas être frappé de stupeur devant la diversité des couleurs qu'offraient ces nuages? Les plus proches s'embrasaient des flammes du feu solaire, alors que les plus lointains rougeoyaient d'un éclat moins intense de minium. Oh, avec quelle délicatesse de touche les pinceaux de la nature repoussaient au loin l'atmosphère, la détachant des palais comme le fait Titien dans ses paysages. En certains endroits apparaissait un vert bleu, en d'autres un bleu vert, des teintes véritablement composées par les caprices de la nature, maîtresse des maîtres. Au moyen des clairs et des obscurs, elle donnait profondeur ou relief à ce qu'il lui plaisait d'éloigner ou de faire ressortir, de sorte que, sachant que votre pinceau est l'âme même de la nature, je me suis exclamée 3 ou 4 fois. « Oh, Titien, où êtes-vous donc à cette heure ? Je jure par ma foi que si vous aviez peint ce que je vous décris, vous plongeriez les gens dans la même stupeur que celle qui s'est emparée de moi à la vue du spectacle que je viens de vous raconter et dont j'ai nourri mon âme, car cette merveilleuse peinture n'a pas duré plus longtemps. »
Voilà ce qu'est l'Italie, bien sûr. C'est le bel paese et c'est le pays qui a été, au fond, peint par les artistes. Celui qui nous fait inverser la maxime d'Horace, où c'est la nature qui imite l'art. Mais il y a une compétition, évidemment, dans cette imitation de la nature entre la peinture et la littérature. Et on a bien vu tout au long de vos lectures comment cette mise en beauté du paysage, cette mise en valeur des grands espaces urbains de l'Italie, elle était constamment à l'œuvre dans la prose italienne. Et là, le match entre Titien, son compère, et l'Arétin pour, d'une certaine manière, prendre possession de l'art de la description du monde, il est à son paroxysme. Et ça aurait dû être la fin, jusqu'à hier soir, assez tard, hein, je suis bien obligé de le reconnaître, parce que voilà comment ça s'est passé. J'avais quand même mis, il n'y a que des hommes, hein, je crois qu'on peut dire les choses assez brutalement, dans ce que vous avez lu, Dominique, il n'y a que des hommes, donc j'avais mis glissé subrepticement une lettre de Catherine de Sienne, qui signait toujours votre servante inutile, je trouve ça. Bon. Et cette humilité vous a déplu, Dominique? Oui. Racontez-nous. Non, j'avais envie d'entendre la voix d'une artiste aussi. À cette époque-là, il y en avait probablement très peu, n'est-ce pas? Mais il y en avait au moins une. Au moins une. Artemisia Gentileschi. Voilà. Et elle a aussi son cartulaire, elle a aussi sa correspondance, essentiellement comme celle de Michel-Ange, une correspondance, on va dire, d'affaires avec ses mécènes. Celui qu'on va entendre s'appelle Don Ruffo, Don Antonio Ruffo, il est napolitain, il est collectionneur d'une peinture qui désormais est régie par un marché de l'art, mais justement ce marché de l'art, elle s'y affirme comme femme, et c'est pas facile, c'est deux fois pas facile. C'est pas facile parce qu'elle affirme le primat du dessin contre la couleur vénitienne. On l'a entendu, évidemment, celle de Titien, en tant qu'effectivement, elle développe, elle déploie et elle exalte d'ailleurs la manière caravagesque. Donc là, l'idée, c'est que non, elle n'enverra pas son esquisse, parce que si elle envoie son esquisse, ça veut dire qu'on peut lui voler son dessin. Et puis il faut aussi qu'on la paye. Ça, on en parlera tout à l'heure. Il y a un moment où il faut quand même payer. Et ce n'est pas parce que c'est une femme qu'elle se fera avoir. On vous écoute et on terminera par là. Elle s'est fait avoir déjà beaucoup. Plein de fois. Plein de fois. Naples, le 13 novembre 1649. Mon illustrissime Seigneur, j'ai reçu une lettre du 26 dernier qui m'a fait le plus grand plaisir, en voyant combien mon maître s'emploie toujours activement à me favoriser, bien que je ne le mérite point. J'ai compris les propos que vous me tenez au sujet de ce chevalier qui désire avoir des tableaux de ma main et veut une Galatée et un jugement de Paris. Que la Galatée soit différente de celle de votre seigneurie illustrissime, il était inutile de m'y exhorter. Car par la grâce de Dieu et de la très glorieuse Vierge, ce propos s'adresse à une femme qui en est parfaitement persuadée. Je veux dire de varier les sujets de ma peinture. Et jamais on n'aura trouvé dans mes tableaux une similitude d'invention, fût-ce pour une simple main. Pour ce qui est du prix que ce monsieur veut connaître, avant que l'œuvre soit exécutée, croyez-moi, en tant que je suis votre servante, il agit fort mal. S'il croit fermement ne point se tromper et peser sur ma conscience que j'estime plus que tout l'or du monde. Je sais combien, par mes erreurs, je puis offenser notre Seigneur Dieu. Je sais, et je crains que la grâce de notre Seigneur ne nous comble pas toujours.
C'est pourquoi je n'apprécie jamais mes œuvres aussi longtemps qu'elles ne sont pas achevées. Mais puisqu'il plaît à votre Seigneurie illustrissime, qu'il en soit selon vos ordres, veuillez dire à ce monsieur que je peux les faire voir à tout le monde et que s'il trouve que les 10 tableaux ne valent pas 200 écus de plus, je ne veux point qu'il me les paye. Le contrat est conclu et j'assure votre Seigneurie illustrissime que ce sont là des tableaux qui comportent des figures nues et des femmes qui coûtent très cher et vous causent de grands casse-têtes. Et lorsqu'on y trouve parfois quelque chose de bon, on me plume à rebrousse-poil. Et parfois, il faut se soumettre à de petites bagatelles avec la patience de Job. Quant à vouloir faire des esquisses et à les envoyer, j'ai fait résolument le vœu de n'envoyer jamais plus d'esquisses de ma main, car j'ai été victime de fort méchants tours. Et en particulier, aujourd'hui même, je me suis trouvée avoir fait une esquisse sur des âmes du purgatoire pour l'évêque de Sant'Agata. Et cette esquisse, pour dépenser moins, on l'a fait exécuter par un autre peintre, lequel peintre travaille à partir des fruits de mon labeur. Si j'avais été un homme, je ne sais comment cela se serait passé, car une fois établi le sujet, défini les clairs-obscurs et déterminé les différents plans, tout le reste n'est que broutille. C'est pourquoi il me semble que ce chevalier a bien tort de rechercher des esquisses, puisqu'il connaît le dessin et la composition de la Galatée. Je ne saurais rien ajouter d'autre si ce n'est que je baise les mains de votre Seigneurie illustrissime et je vous fais une très humble révérence en priant le ciel de vous accorder le comble de toute félicité ce jour de Naples, le 13 novembre 1649, de votre Seigneurie illustrissime, votre très humble servante, Artemisia Gentileschi. Il y a un post-scriptum sur lequel nous allons nous quitter. Post-scriptum. Que votre Seigneurie illustrissime sache que, quand je demande un prix, je ne le fais pas à la mode de Naples, où l'on demande 30 écus pour en recevoir 4. Je suis romaine. J'entends procéder toujours à la romaine.